Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 7 juin 2026. Donnez-moi un pouce en l'air pour le son et l'image, si tout va bien. J'ai un petit peu moins de lumière aujourd'hui, c'est peut-être mieux. Donc, voilà, aujourd'hui, le titre, c'est Discombobulated. Les gens sont probablement curieux de savoir pourquoi j'ai choisi ce titre-là, parce que initialement, c'était l'arme secrète de Donald Trump contre le régime Maduro, là, qui a permis le raid sur Caracas. Mais je pense que c'est une belle analogie pour ce qui est en train de se passer en Occident au complet. L'Occident est discombobulated. Okay? Donc, apparemment, c'était censé être une arme secrète qui étourdissait les adversaires et qui permettait aux hélicoptères américains de voler au-dessus de Caracas, etc. Mais là, c'est pas ça. En fait, on est en train de vivre un moment sur l'histoire de la Terre, l'histoire de l'humanité, où une civilisation entière est discombobulated. On est sous attaque. Il y a une guerre de 5e génération qui est menée depuis plusieurs années contre nous, contre les peuples, par nos élites, de sorte que, surtout depuis un siècle, avec de la propagande, c'est ça, de l'ingénierie sociale, etc., de sorte que maintenant, on semble être en perte de repères. Il y a une perte de sens, une quête de sens qui... les gens n'ont plus de repères. Il semble ne plus y avoir de limites. Il semble ne plus y avoir de justice. Les fondements de la civilisation occidentale semblent s'effondrer. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus respectés et on utilise donc plusieurs tactiques pour y arriver. Et tout ça, c'est la fonction de la Open Society de George Soros. C'est un plan qui a été... C'est pas arrivé par hasard. On va parler aujourd'hui en particulier de l'immigration. Je sais qu'on en parle souvent, mais c'est le thème du 21e siècle. Hein. Il va y avoir... La question, c'est... Migration incompatible, guerre civile est-elle inévitable? C'est ce qu'on voit, on a vu en France avec la victoire du PSG, les émeutes à Paris, à Bruxelles. Des émeutes complètement invraisemblables pour une question d'immigration. Il y a des émeutes en Angleterre avec la mort du petit garçon, soit c'est Andrew Nowak, qui a été laissé... à son sort, il s'est vidé de son sang parce que la police ne le croyait pas. On croyait qu'il était responsable d'un crime raciste. Et donc, c'est ça, c'est l'Occident, vous voyez, c'est l'Occident qui... Mais il n'y a pas juste ça, il y a d'autres outils pour discombobulate la population, la civilisation occidentale, le transgenrisme, etc. Donc, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'avec ce que la Open Society de George Soros essaie de faire, c'est de déconstruire l'Occident, c'est-à-dire qu'on sous des apparences de vertu, on est en train de littéralement détruire tous les fondements de la civilisation occidentale, tout ce qui est sorti en termes de progrès. Avec l'État moderne, la règle de droit, les questions de liberté d'expression, de liberté de conscience, d'égalité devant la justice, eh bien, tout ça, c'est en train de partir en fumée. Il semble y avoir un double standard en justice, surtout en Angleterre. L'Angleterre est une démonstration de ça, c'est-à-dire que tu fais des peines de prison pour avoir posté des trucs, et en Allemagne aussi, hein. En Allemagne, tu dis, genre, t'insultes un politicien, tu dis, et tu te retrouves en prison. En Angleterre, c'est ça, tu dis que t'es pas content de l'immigration, ils viennent cogner à ta porte et tu peux te retrouver en prison. Il y a des milliers de personnes qui sont incarcérées en Angleterre. Alors que les pédophiles, il n'y a aucune ressource qui est déployée pour arrêter les pédophiles. Il y a eu aussi une autre histoire en France d'un pédophile qui était connu de la police, etc., qui a été... ils n'ont jamais fait aucune tentative de l'arrêter. Il a été remis en liberté facilement, une peine, prison avec sursis. C'est toujours hyper léger pour des crimes graves comme la pédophilie, etc., alors que pour des crimes de pensée, c'est littéralement comme dans 1984. Ils doublent, ils surenchérissent. Et donc, on voit un double standard devant la justice. Ça fait en sorte... Ils punissent extrêmement sévèrement la liberté d'expression et la liberté de conscience. Ils essayent
Internet qui nous a donné qui a donné une voix au peuple. Internet, ça a libéré. C'est plus les médias qui contrôlent le narratif. Maintenant, c'est Internet. Et là, ce qu'ils essaient de faire, c'est contraindre la liberté d'expression sur Internet. On n'a plus le droit de dire des vérités, même si c'est scientifique, si ça va contre l'idéologie dominante qui vient cogner à ta porte, tu te fais censurer, tu te fais fermer tes comptes, etc., etc. Et donc, tout ça, c'est au nom de la diversité, c'est au nom de la société ouverte. J'ai montré dans, je pense, d'autres webjournaux, Alligator Alcatraz et Civilisation occidentale 101 et d'autres aussi, Endgame. C'est un webjournal, j'ai rapidement, juste avant de rentrer en ondes, j'ai essayé de retrouver Endgame sur Rumble. Je ne l'ai pas trouvé, je pense qu'il y a peut-être 2 ans que j'ai fait ça, en 2024. Où est-ce que j'expliquais que l'objectif de ça, la finalité de la Open Society de George Soros, c'est de détruire la société civile. Quel est l'objectif? Quel est l'objectif de détruire la société civile? Ben, c'est de faire émerger un système technocratique autoritaire. Okay? Une société civile où tout le monde a peur, personne n'ose manifester, s'exprimer, tout le monde a peur de perdre son emploi, etc. Tout le monde est compartimentalisé. Ça permet aux élites d'opérer une société autoritaire technocratique qui lui permettra de gagner une troisième guerre mondiale sans se soucier des pertes. J'avais déjà expliqué ça. Okay, et donc, tout ça, donc les diversités comme outil de déconstruction de l'Occident, et on en voit, et c'est comme une cellule. Hein? La société ouverte, là, j'ai déjà fait l'analogie avec la biologie. La société ouverte, c'est de George Soros qui est appliquée par tous nos politiciens, sauf aux États-Unis, sauf Donald Trump, par Macron, Starmer, Merz, Legault, pas Legault, là, c'est l'autre, la Fréchette là, qui l'a remplacé. Notre premier ministre a démissionné. Rappelez-vous, quand Donald Trump il y a eu un truc avec Donald Trump et il a démissionné immédiatement après. Comme Trudeau, j'avais expliqué à l'époque, et je ne me rappelle plus des détails, et là, il a été remplacé par la petite Fréchette qui est aussi mauvaise que lui. Et même chose avec Carney, etc., ils opèrent tous, ou opéraient, en tout cas, ils opèrent en apparence maintenant tous encore sous le logiciel de la société ouverte de George Soros. C'est l'idéologie de l'OTAN. C'est l'idéologie de l'OTAN. Là. La société ouverte, c'est l'idéologie de l'OTAN. On l'a déjà expliqué. J'ai montré ça dans les webjournaux précédents. Le principe de la société ouverte, c'est comme une cellule. C'est-à-dire, c'est comme si on exigeait des cellules qu'elles n'aient pas de membrane, de limite. Et il n'y a aucune société qui peut survivre à ça. Et donc, une cellule sans membrane, il n'y a pas de limites et de frontières entre l'intérieur et l'extérieur. C'est ça le principe de la société ouverte. Ça fait en sorte que la cellule s'autodétruise. J'ai une image ici qui est un petit peu... je pense qu'elle est ici. Où est-ce que je l'ai mis, l'image de la cellule qui s'autodécompose? Peut-être ici. Oui, ici, voilà. Donc, vous voyez, c'est ça. C'est une cellule qui n'a pas de membrane. C'est une cellule qui, finalement, et c'est pour ça, c'est en partie la raison pour laquelle il s'attaque beaucoup à la masculinité. On va revenir là-dessus, je lance le thème, là, parce que ils essaient de faire passer toute forme de masculinité un peu forte, comme de la masculinité toxique, avec des reportages sur les mâles alpha, etc., parce que les mâles, en particulier, vont faire respecter la limite. On le sait à partir de la psychologie, de la psychanalyse, avec Freud, le nom du père, avec Ricoeur, le nom du père, N-O-M, mais aussi N-O-N, le nom du père. L'autorité parentale, c'est ce qui sépare l'enfant de la mère et qui permet la prise de langage, le fait d'avoir comment je pourrais dire, d'avoir un délai dans la satisfaction qui permet finalement le social, etc. Donc, c'est connu en psychanalyse et c'est ça, les hommes, c'est ceux qui, normalement, vont protéger les frontières, c'est eux qui ont de l'autorité dans la famille. Les gens vont me dire, non, moi, ma mère, etc. Non, non, écoutez, là, je comprends qu'il y a des cas particuliers. Dès que je parle de relations hommes-femmes, il y a toujours comme
des bataillons de personnes qui me disent genre ah, moi, c'est pas comme ça. Moi aussi, j'ai été élevé dans une famille monoparentale. Là, tu sais. Mais il faut être capable, quand on comprend, quand on parle de trucs civilisationnels, de sortir de son cas particulier et de voir la généralité. Dans la généralité, les hommes, avant qu'on les castre, là, tu sais, ça fait quand même un passablement de temps, depuis les années 60-70, qu'on castre les hommes avec l'école de Francfort. Et donc, mais avant ça, il y avait une bienséance qui était que les hommes, que les pères faisaient respecter. Hein, on corrigeait, etc. Dans certains cas, probablement trop et tout, mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'homme qui faisait respecter la limite, etc., etc. Et c'est pour ça qu'on s'attaque à ça. Parce qu'on veut... L'homme maintient la membrane dans la société avec son niveau de patience un peu moins élevé que celui de la femme, peut-être. Il fait respecter la frontière, etc. Donc, mais ça, c'est un autre sujet. On va y arriver tout à l'heure. Là. Donc, pour avoir une membrane, la masculinité, c'est le contraire de la société ouverte, on va se le dire. Et c'est pour ça qu'ils font aussi des liens entre la masculinité toxique et genre les groupes d'extrême droite et le nazisme, etc., etc. Ils mettent tout dans le même pot parce qu'il y a effectivement un lien entre le fait de vouloir faire respecter des frontières, imposer des limites aux enfants dans la famille, etc., puis à l'extérieur dans la société, et les caractéristiques particulières de la masculinité. Et c'est pour ça qu'on s'attaque à ça, puis que c'est comme l'ennemi principal au Québec, c'est l'ennemi, la masculinité, c'est essentiellement l'ennemi principal, là. Et donc, parce qu'on a besoin d'une société ouverte. Georges Soros veut une société ouverte, une cellule des pays sans membrane. Et donc, et on voit ce que ça donne. Donc, la société ouverte, on va le voir de plus en plus, cause des désordres. Ça ne fonctionne pas, la société ouverte. Ça ne fonctionne d'aucune façon. Et on le voit partout dans les médias. On n'arrête pas de voir des trucs, les drag queens dans les écoles, des émeutes partout, la diversité qui ne correspond vraiment pas à nos valeurs. On le voit partout, mais on est comme castré par les médias et on peut rien dire. Hein? Ça, c'est littéralement ça. On est castré. La population, la société civile est castrée par les médias parce qu'on se fait, comme avec cette histoire de Shawinigan qu'on va voir tout à l'heure, là, on se fait dire que dès qu'on résiste un peu à la diversité, c'est du nazisme. Et donc, il y a la même chose en France avec la gauche. Mais ce problème-là a été bien vu par l'administration Trump, qui a identifié la question de l'immigration de masse et des frontières ouvertes, etc., comme une menace à la sécurité nationale des États-Unis. Imaginez là, à quel point ils vont à contre-courant de la société ouverte de George Soros. On en a parlé quand on a parlé du National Security Strategy. Et on expliquait que ils imploraient les leaders européens, leurs confrères européens, de mettre un terme à l'immigration de masse. Trump le redit il y a à peu près 2 semaines dans une entrevue. Il dit « L'Europe est en train de s'autodétruire avec ça. » Et c'est le problème numéro 1. J'en parle à intervalles réguliers parce que, mais là, on a vu aujourd'hui, cette semaine, c'était juste ça. C'est le problème numéro 1 au 21e siècle parce que c'est très difficilement réversible. C'est presque irréversible. À partir du moment où est-ce que tu donnes comme ils l'ont fait en Espagne, là, entre 500 000 et 1 million de migrants comme ça, littéralement, tu passes avec un avion au-dessus de la foule puis tu laisses tomber des passeports puis des papiers de citoyenneté, là, genre, remplissez vous-même le formulaire. Là. C'est comme, ils donnent ça, genre, pour contrer l'extrême droite. Est-ce que c'est réellement l'extrême droite? Est-ce que c'est genre... ils essaient de caractériser ça comme genre des égrails, etc. Mais c'est genre monsieur et madame tout le monde, dans n'importe quel pays, 99,9% de l'humanité, partout sur Terre, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, tout le monde est sur le même logiciel. Mais si tu as cette position-là en Occident, tu es un Zigrail, tu sais, un masculiniste toxique, etc. Mais c'est ça, donc parce que c'est un problème, parce que contrairement aux autres piliers du mondialisme, par exemple, les trucs verts, écologistes, etc., tu peux renverser ça assez facilement. Ce sont des questions de politique. Il y a un certain nombre de choses que tu peux renverser assez facilement. Mais l'immigration, à partir du moment où tu as naturalisé 1 million de personnes, tu leur as donné la citoyenneté, c'est très difficile de dire, genre, ouais... Et ils votent en plus maintenant. Et rappelez-vous toute la question du vote aux États-Unis, c'est-à-dire ils les font rentrer, et c'est la même chose en France et au Canada, ils les font rentrer par millions
ils les stationnent sur l'aide sociale, et ceux qui opèrent ce stratagème-là de fraude électorale, les migrants se font vivre au crochet des travailleurs, des citoyens, et ils sont citoyens eux autres aussi, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et en échange, ils votent pour ceux qui gardent les frontières ouvertes. C'est l'espèce d'entente entre les mondialistes et l'immigration, c'est-à-dire les mondialistes les font rentrer, les stationnent, leur donnent des maisons, toutes sortes d'avantages, etc. Puis en échange, ils votent contre les mondialistes. C'est scandaleux tout ça. Et à partir du moment où est-ce que tu as ça, ben c'est très difficile de revenir en arrière. C'est très difficile de dire genre, ouais, on va vous enlever le droit de vote. Ou on va vous enlever votre citoyenneté, même si... Imaginez, là, aux États-Unis... C'est pour ça que je dis que c'est le problème numéro un, parce que ce sont des trucs irréversibles. Aux États-Unis, ils vont se lancer devant les voitures de l'ICE. Ils se présentent aux manifestations avec des fusils pour empêcher l'ICE de sortir des vrais criminels, des gens qui ont, des pédophiles, etc., genre des gens qui ont des casiers, puis qui ne sont pas supposés être aux États-Unis, qui ont violé la loi, des illégaux. Personne n'est illégaux. Il ne devrait pas y avoir de frontières. Tout ça, c'est du patriarcat, et de la blanchitude toxique et du néocolonialisme, l'espèce de charabia de la gauche, là, qui n'a aucun fondement dans la réalité, que aucun pays, à part genre le 3% d'ultra-gauchistes mondialistes en Occident qui contrôlent les médias et une partie des universités, il n'y a personne sur la planète qui adhère à ça. Tout le monde défend ses frontières, tout le monde, il y a personne en Asie, genre, tu vas comme, les Thaïlandais, c'est des bouddhistes, puis tu vas là-bas, et puis tu es un étranger, c'est très difficile d'obtenir la citoyenneté, puis tu n'as pas le droit d'acquérir des terres, tu n'as aucun avantage, n'importe quel pays, je parle de pays gentils, là, j'essaie de prendre des pays gentils, là, même les Tibétains, là, les Tibétains qui priaient pour les vers de terre, là, comme dans le film 7 ans au Tibet, ben, tu n'avais pas le droit de rentrer au Tibet. Vous avez des frontières très rigides. Ils priaient pour toute l'humanité, et puis le Bouddha, blabla, mais tu rentrais là, puis tu te faisais chasser. Puis ça a pris... Les Anglais sont arrivés avec des mitraillettes, et puis ont passé les Tibétains à la mitraillette, et puis se sont finalement rendus jusqu'à Lhasa, et puis on les a laissés rentrer. Et puis tout ça pour dire que c'est ça, l'administration Trump s'attaque à ça, et c'est le problème numéro un du 21e siècle. On a vu, lors d'une victoire en France, lors d'une victoire d'une équipe de soccer, de foot, là, on a vu ce que la diversité faisait, parce que il y avait beaucoup de trucs en lien avec la diversité là-dedans, c'est-à-dire des Français de deuxième génération, on pourrait dire, qui disaient « On a pris Paris, Paris est à nous, nique les Français », se font photographier avec des photos de Jeanne d'Arc en manquant de respect à la culture, etc. Puis il y a beaucoup de ça. On ne va pas attiser la haine en publiant, en montrant tout ça, là, mais c'est-à-dire que ce genre de débordement est appelé alors qu'on avance dans le 21e siècle et que l'immigration augmente et que la natalité augmente elle aussi, on va avoir de plus en plus de ces débordements-là. Paris, après la victoire, le quotient intellectuel diminue. Et donc, Paris, après la victoire du PSG. Voilà. Il y a eu la même chose, encore une fois, cette semaine à Bruxelles, manifestation contre des mesures en éducation, etc. Même chose, on casse tout, on brûle tout, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la diversité. Parce que dans les pays qui sont homogènes, qui ont une homogénéité, une cohésion ethno-culturelle, on voit jamais ça. Jamais, ever, jamais. C'est toujours dans les pays qui sont diversifiés, puis il y a des études scientifiques là-dessus. J'ai fait
une émission à Nomos TV là-dessus qui s'appelle « La diversité n'est pas notre force », parce que j'ai cité comme genre une quinzaine d'études qui montrent qu'à partir du moment où est-ce qu'il y a comme trop de communautés culturelles, c'est comme il n'y a plus de confiance, il n'y a plus on n'est plus dans une high trust society, on n'est plus dans une société qui se fait confiance, il y a de la méfiance envers les groupes, les institutions, etc. Tout le monde se replie sur son groupe, on crée des enclaves, et c'est littéralement, on divise. La diversité, c'est pour diviser le corps. Alors que quand on a une cohésion ethnoculturelle, ça va bien. Donc ça, c'est la Pologne, après la victoire de leur équipe de football. Et puis, c'est ça, ailleurs, Paris, puis en Angleterre, et puis par exemple ici, là, en Belgique. Voilà. Alors, on ne jettera pas plus d'huile sur le feu que ça, mais la diversité ne fonctionne pas nulle part. Et il y a en raison aussi du fait que le QI réduit, on fait rentrer des populations qui, il faut le dire, je m'excuse, là, qui dans leur pays qui ont des quotients intellectuels qui ne sont pas comme ceux du Japon, par exemple, on pourrait dire. Et puis, donc ça tire... déjà, une foule, ça n'a pas un quotient intellectuel super élevé. Tu mets des personnes qui tirent par le bas, ça dérape encore plus. Et tout ça est exacerbé par le laxisme des autorités qui n'opèrent pratiquement aucune arrestation, qui laissent faire. Ils se font tirer dessus avec des feux d'artifice, ils laissent les feux, ils n'interviennent pas, on leur demande de ne pas intervenir. Ils vont faire quelques interpellations symboliques. Il y a eu, je pense, au total 9 arrestations pour des débordements comme ceux-là. C'était absolument incompréhensible. Mais on comprend cependant que le fait d'avoir des événements comme ça avantage l'État de surveillance. Je l'ai expliqué aussi, c'est-à-dire que l'État aime ça. Les mondialistes aiment ça, avoir des débordements comme ça, puis de l'immigration incontrôlée, parce que ça leur permet de surveiller les réseaux sociaux. Là, regardez bien dans les mois qui vont suivre, s'ils disent pas, pour éviter des débordements, nous devons surveiller davantage sur les réseaux sociaux, etc., et puis avoir... de la censure et installer de nouvelles caméras et avoir des trucs d'accès pour différentes régions de Paris, des codes d'accès. C'est ça qu'ils veulent. Une société insécure, c'est une société qui génère la surveillance. Et là, ici, il y a le nouveau ministre de l'Intérieur français, Laurent Nunez, qui disait le mois dernier dans une réunion avec les préfets que parce qu'il y avait eu, je l'avais expliqué, qu'il y avait eu un certain durcissement sur l'immigration depuis le début du deuxième mandat de Donald Trump. Il y a les Allemands qui cherchent à retourner certains Syriens. La Syrie dit non, on n'est pas capable de les prendre. Et puis, l'Europe a créé des nouveaux hubs, des nouveaux centres de remigration. J'avais montré ça, je pense, dans les web journaux. Là, le nouveau ministre, lui, il fait faux bond, c'est-à-dire qu'il essaie de rétro-pédaler. Dans un article du Journal du Dimanche, Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur téléguidé par Emmanuel Macron, exclusif, assouplissement des régularisations, discours ambigu sur l'islam. Le ministre de l'Intérieur désarçonne jusqu'au préfet. Les préfets, je pense que c'est les responsables de la police dans les municipalités. Et donc, les préfets qui participent à cette réunion avec Laurent Nunez en sont presque tombés de leur chaise. Jeudi dernier, Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, leur a fait passer le message que les ordonnances de Bruno Retailleau, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur, pour limiter la régularisation des clandestins se révélaient trop efficaces. Ils sont capables de réguler les clandestins. Ils sont capables. On est tous capables d'empêcher les clandestins de rentrer dans nos pays. On ne parle pas de l'immigration normale là, qui est imposée par l'Europe. On parle d'une espèce de sur-immigration, une immigration supplémentaire qui va sur les niveaux d'inondation officiels. On a des niveaux d'inondation officiels, puis après ça, il y a une surprime. C'est les clandestins. Là, c'était tellement efficace, les mesures de l'ancien ministre de l'Intérieur pour arrêter les clandestins. On aurait pu dire que c'est presque comme le Rassemblement national. Et là, c'était trop efficace et qu'il fallait par conséquent en atténuer les effets. Le nouveau locataire de la place Beauvau, ça c'est le ministère de l'Intérieur, a fait comprendre au préfet qu'il pourrait partager sa ligne, qu'il serait bienvenu de plus régulariser, c'est-à-dire leur donner leur papier, là, de régulariser, de plus naturaliser et de moins expulser.
Imaginez ça, là. Ils sont capables de le faire, mais non, ils font rentrer, c'est parce qu'ils ont... C'est ça. L'objectif, évidemment, c'est de détruire le tissu national, la cohésion nationale de la société civile. On veut discombobulate la France. C'est ça l'objectif. Et ceux qui pourraient s'y opposer, c'est-à-dire ouais, des hommes avec du caractère qui se fichent un peu des conséquences, parce que la caractéristique d'un mâle alpha, puis là, si je dis mâle alpha, je me sens presque honteux de dire ça, parce que l'expression a tellement été galvaudée puis tirée dans la boîte par les médias, dans la boue, c'est qu'ils se fichent un peu des conséquences, c'est-à-dire, avec la testostérone, je sais pas, whatever, tu as de l'agressivité, tu veux en découdre, puis tu peux prendre des coups, puis ça ne te dérange pas vraiment. Mais c'est pour ça qu'on les attaque aussi. Et donc, patriarcat qui instaure des limites et frontières, alors que l'opposé, c'est My Pussy is open for refugee, dismantle Europe's borders, nous dit Pussy Riot. Hein, et Speak up for refugees. Et puis ici au Québec, merci aux anges gardiens migrants, etc., etc. Des hosties de folles. Mais donc, c'est ça. Tout ça pour dire, c'est ça on voit le climat social se détériorer en Europe en raison de... et Trump les a avertis. Et il y a même cette semaine, j'ai oublié de le mentionner, là, je parlais rapidement au début, il y a même hier, le ministre Pete Hegseth, qui était aux cérémonies du débarquement de Normandie et qui a dit sur l'immigration... Sur les plages du débarquement, Pete Hegseth alerte contre l'invasion de l'Europe. Lors de la cérémonie d'hommage aux soldats américains morts pour libérer la France, ce samedi 6 juin, le secrétaire américain à la Défense a mis en garde le vieux continent contre l'invasion migratoire. Ce sont les Américains, ce sont vos seuls alliés. Je parle aux Européens, là, ce sont en fait à nous tous nos seuls alliés. C'est écrit dans le document National Security Strategy. C'est une politique officielle de l'armée de l'administration Trump et c'est la première fois en 50 ans qu'il y a une administration officielle qui a pour politique de restreindre l'immigration parce que c'est une menace à la sécurité nationale. Et c'est pour ça qu'on en parle aussi. Parce que c'est une menace à la sécurité nationale, en particulier parce que ça dégrade le climat social, la cohésion sociale. Alors que d'autres pays, d'autres civilisations ont des cohésions sociales. C'est important, la cohésion sociale. Pour une économie, pour la politique, pour le développement civilisationnel, même pour les opérations militaires, la cohésion sociale est essentielle. Or, l'objectif en Occident, c'est de détruire la cohésion sociale. Mais ils vont vous le dire exactement d'une autre façon. Ils vont vous dire... Non. La diversité est notre force. On veut de la cohésion sociale en faisant rentrer le plus de personnes avec des conceptions incompatibles, de sorte qu'on va s'aborder notre civilisation, puis on va être un paquet de Cheerios de toutes sortes de couleurs, de Fruit Loops, là. C'est ça l'objectif. Et donc, ça, c'est en Europe, Paris-Bruxelles. En Angleterre, il y a le meurtre de Henry Nowak. C'est pas Andrew, c'est Henry Nowak. Et là, c'est exactement, le garçon a été poignardé par un Sikh, avec les turbans, là. Ils ont toujours un kirpan avec eux. Apparemment, nous, on n'a pas le droit d'avoir des couteaux, mais eux ont le droit d'avoir des couteaux. Encore une fois, c'est 2 poids, 2 mesures. C'est comme ça avec toutes les minorités. Encore une fois, on n'est plus du tout dans l'universalisme, on n'est plus du tout dans les mêmes droits pour tout le monde. Il y a des exceptions pour toutes les minorités. Et c'est toujours à leur avantage, jamais au nôtre. Nous autres, on a comme ceux qui sont de culture européenne, quelle que soit la couleur de leur peau. Ceux qui sont de culture européenne ont moins de droits que ceux qui se revendiquent de la culture de leur pays. Ceux qui veulent garder leur tradition de leur pays ont plus de droits que ceux qui vivent ici puis qui se disent qui vivent dans la culture européenne. Et donc, mais là, c'est ça. Donc, il s'est fait poignardé par un Sikh. J'aurais dû avoir la photo du bonhomme ici avec son kirpan. Tu sais, ceux qui sont les mêmes qui, au Québec, il y a 15 ans, voulaient aller à l'école primaire avec leur kirpan. Rappelez-vous, là, ça a fait scandale, là, les Sikhs qui voulaient aller avec leur kirpan à l'école. Là, ça fait plusieurs fois qu'il y a des Sikhs qui poignardent d'autres personnes avec leur kirpan. C'est pour s'en servir. Ils ont pas, c'est pas juste un poignard rituel symbolique. Là.
il y a plusieurs cas de... Tapez Kirpan mort. Tu sais, faites une recherche Google. Tapez Kirpan mort, Kirpan décès, Kirpan attaque, Kirpan... vous allez trouver qu'il y a comme pas mal de stock. Et là, il meurt. La police arrive sur les lieux. Il est à terre. Il est au bout de son sang. Il dit « J'ai été poignardé. » Et quand la police arrive, c'est le Sikh qui a parlé en premier. Et il a dit « Il m'a insulté. Il a dit que j'étais un... il m'a fait des attaques racistes, etc. » Et la police a immédiatement cru le Sikh, comme ils font toujours, là. Ils rentrent dans une chambre d'hôtel. Il y a une petite fille de 12 ans qui est droguée, tout nue, qui a du sang, qui est en train de se... clairement, qui est... Je ne veux pas être graphique, là, qui a l'anus en sang. Puis là, tu as comme 4 Pakistanais qui sont là. Puis, non, on n'a rien fait. Puis ils vont les croire. Puis c'est la fille qui, rappelez-vous, on en a parlé de ça, le 2 poids, 2 mesures de la police anglaise, qui... C'est comme ça partout, pour ne pas antagoniser les minorités. Puis les médias n'en parlent pas pour ne pas promouvoir le racisme. Fait que la police ne police pas, les médias n'en parlent pas. On n'est plus en Occident, là. C'est ça la société ouverte de George Soros. Pour faire fonctionner, c'est ce que je disais en début de Web Journal, pour faire fonctionner la société ouverte de George Soros, il faut faire s'effondrer les piliers de l'Occident, de la civilisation occidentale. OK? Et donc, alors que George Floyd, lui, en 2020, quand le policier avait son pied sur son cou et dit « Je ne peux pas respirer, je ne peux pas respirer », les médias en ont parlé 24 heures sur 24 pendant des semaines, ce qui a mené à des émeutes comme ça, juste avant la réélection de Donald Trump, avant qu'il se fasse voler l'élection. Des palais de justice ont été brûlés, des postes de police ont été attaqués, des quartiers entiers ont été incendiés à cause du « je ne peux pas respirer » de George Floyd. Avec Novak, c'est la même chose, c'est « je ne peux pas respirer » et le policier ne le croit pas. Et il est décédé au bout de son sang quelques minutes plus tard. Je vous montre la vidéo. Attention à ceux qui ont... On ne voit pas grand-chose, mais j'avertis quand même. Put the hand in the cuff, mate. I can't breathe, il dit. Il vient de dire I can't breathe. Man to foot. Saying to him, keeping him on his side. We will stop. Il arrête de bouger et puis finalement il décède. Okay. Donc c'est la même chose comme encore une fois, il y a à peu près une dizaine d'années, il y avait ce blanc qui avait été, cet Américain, qui avait été torturé pendant 24 heures par 4 Noirs sur Facebook Live. Facebook avait même pas fermé la page. Pendant 24 heures, on le voyait se faire frapper, se faire humilier. Il y avait des dégradations. Le gars était semi-autiste, là, puis... et il n'y a eu aucune indignation. Les médias n'en ont jamais parlé, etc. Parce que, c'est ça, ils sont complices des pires atrocités parce qu'ils ne veulent pas susciter la haine. Et donc, c'est comme le fait de ne pas vouloir susciter la haine, ça fait en sorte que ceux qui opèrent ces crimes-là ont littéralement carte blanche. Les médias ne vont pas en parler, la police ne va pas les arrêter, les médias ne vont pas en parler. Puis la seule façon d'arriver à quelque chose, bien, en fait, là, maintenant, ça change parce qu'on a Internet, puis on peut en parler. Non seulement on a Internet et ces choses-là, ça, parce qu'il n'y a personne qui est au courant de ça, là, ici, là. Moi, je l'ai vu passer, mais il fallait être sur Internet à l'époque, je pense que c'est 2016, 2017 peut-être 2015, je ne me rappelle plus c'est quoi la date. Il y en a plein comme ça. Je donne un exemple, il était bien connu celui-là, et puis, mais les médias taisent ça, et là, on est capable de parler, de reprendre un peu l'initiative et faire de la sensibilisation, non seulement parce qu'on a Internet, mais aussi parce qu'on a l'administration américaine qui est avec nous et qui défend certains principes élémentaires de la civilisation occidentale. Donc, J.D. Vance qui dit « Henry Novak est mort de la même manière qu'une civilisation meurt, abandonné, menotté par des autorités qui ne lui faisaient confiance ni ne se souciaient de lui et a été accusé de crimes de haine qu'il n'avait pas commis. » Donc, son meurtre est aussi tragique qu'il est enrageant. Il devrait être encore en vie aujourd'hui et il le serait
Si les dernières générations d'élites européennes avaient tenu bon face à la politique de l'autodétestation et à l'invasion massive de migrants dont beaucoup méprisent l'Occident et les gens qui l'aiment, qui méprisent l'Occident et les gens qui... Il dit 100% la vérité. C'est le vice-président des États-Unis. Imaginez avoir le vice-président des États-Unis qui se mêle d'un cas comme ça. Okay? Parce que c'est symptomatique, encore une fois. C'est symptomatique d'une police qui traite de façon disproportionnée certains types de crimes vis-à-vis d'autres et qui a tendance à... Ouais, c'est ça, dès que tu sors la carte du racisme, c'est une carte, tu sais, sortez de prison, comme au Monopoly, là, 200 $, réclamez go, tu sais, passez go, réclamez 200 $, sortez de prison, etc. Je dirais, il m'a traité de raciste. Et il s'est passé la même chose, en fait, cette semaine. Et en tout cas, au Québec, là, il y a eu des trucs similaires. De sorte que c'est en train d'exploser comme ça. On voit c'est dans l'actualité, on voit des éruptions de l'effondrement du concept de société ouverte qui ne fonctionne pas. Mais en fait, il fonctionne très bien. Il ne fonctionne pas selon ce qu'ils nous disent, mais il fonctionne très bien dans son objectif de discombobulate la civilisation occidentale, de sorte qu'il n'y a plus de haut, plus de bas, les principes fondateurs partent en fumée et il n'y a plus de limites, il n'y a plus de repères, il n'y a plus de sens. Parce que pour avoir du sens, il faut que tu aies des règles et une limite. Puis la règle, c'est de ne pas avoir de règles essentiellement, c'est-à-dire, c'est le multiculturalisme et puis la diversité et puis tout ça, c'est justement qu'il n'y a pas de structure. C'est ça, les principes de la société ouverte de George Soros. On ne peut pas dire non. Il est interdit d'interdire, de Cohn-Bendit, etc., etc., etc. Normalement, c'est la société civile qui devait avoir une forte composante de ça à travers la masculinité. Mais là, maintenant, c'est l'État qui prend le relais. On a comme castré les hommes, et puis c'est l'État qui prend le relais, puis qui impose, ouais, c'est ça, à coups de matraque et de double standard, des principes qui sont complètement étrangers et qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'il y a de l'autorité, mais c'est de l'autorité mal placée pour des trucs qui détruisent la civilisation puis qui détruisent la société civile, où on voit ça juste en Occident. On détruit la société civile pour faire émerger ce que j'ai expliqué plus tôt, c'est-à-dire une élite technocratique autoritaire. Voilà. Pendant ce temps-là, alors que tout ça était en train d'exploser en Europe, on a vu une opération de la GRC à Shawinigan. Shawinigan, c'est une ville du Québec. Mes parents viennent de là. Hein. Cossette, ça vient pas mal de Shawinigan. Mais en tout cas, donc, apparemment, il y a des nazis, des gens d'extrême droite qui ont été faire un photo-op à Shawinigan. Je me souviens d'un Québec blanc. Et là, évidemment, c'était une opération sous faux drapeau. C'est de l'ingénierie sociale. C'est exactement aux États-Unis. J'ai oublié d'avoir la photo du Patriot Front. On en a parlé, hein, du Patriot Front aux États-Unis, là. Payé par le SPLC, là, c'était des agents fédéraux, etc. Donc, la photo est probablement prise genre à 500 mètres, peut-être même à 1 kilomètre avec un zoom, on voit rien, ça pourrait être des mannequins. Il y a comme un groupuscule qui a revendiqué, et on va rappeler que dans 100% des cas, ces groupes-là sont soit initiés ou infiltrés ou opérés, pilotés par les services de renseignement, tous, chacun, sans aucune exception, tout le temps. Okay? Ça fait au-dessus de 100 ans, si ce n'est pas 150 ans qu'en Occident, tous les groupuscules comme ça, y compris le FLQ auquel appartenaient mes parents, ont appartenu mes parents, était lui aussi infiltré. Mon père s'est exprimé là-dessus, etc. Et tous les groupes, alors que c'était un mouvement populaire, tu sais, tous les groupes sont toujours infiltrés, pilotés, etc. Et c'est bien que ça sorte comme ça aujourd'hui, où est-ce qu'on est capable de rappeler que ces groupes-là sont toujours pilotés et infiltrés par les services de renseignement, parce que, avant de revenir à ça, on va aller tout de suite au ce dont je vous ai parlé dans, je pense que c'était Cache Zéro. Le fait que le SPLC, le Southern Poverty Law Center aux États-Unis, l'espèce d'organe antiraciste, la LICRA, là, avait été accusé par le FBI d'avoir financé le Ku Klux Klan.
Rappelez-vous ça, hein, c'est une organisation, c'est ça, c'est comme la LICRA. C'est une organisation antiraciste aux États-Unis qui dépensait des millions de dollars pour soutenir les groupes comme ça, là, pour faire des opérations. Et là, cette semaine, c'est retweeté d'ailleurs par Elon Musk, ils en ont parlé sur Fox News, le New SPLC Indictment Reveals Bombshell Allegations. Donc, voici les documents de cours. Et là, Elon Musk, il dit qu'ils devraient changer leur nom pour le Centre des faux drapeaux du Sud. En anglais, c'est Southern False Flag Center. Okay? Vous avez ici, si vous voulez trouver les documents, vous avez Tyler O'Neill, qui est le rédacteur en chef d'investigation senior pour la revue Daily Signal, qui a épluché les documents. Et ce qu'on retrouve dans les documents, c'est ici, vous voyez, donc, pourtant, les sources du terrain ont utilisé l'argent du SPLC Center pour participer à des rassemblements Donc, le SPLC Center, la LICRA américaine, donnait de l'argent à ces groupes racistes-là pour participer à des rassemblements extrémistes, organiser des rassemblements, développer des chapitres existants, créer de nouveaux chapitres, recruter des individus, faire des dons à des leaders, etc., nous disent les documents. Le SPLC a mis en place des entités fictives pour financer les sources sur le terrain, donc une espèce de truc avec de l'argent offshore, etc., pour financer ça. Le SPLC a versé plus de 1,2 million à une source, le F9, qui entretenait une relation amoureuse avec un employé du SPLC, tout en recevant l'argent des donateurs du SPLC, a également collecté des fonds pour l'Alliance nationale. Donc, il recevait de l'argent du SPLC et puis il collectait des fonds pour les groupes racistes d'extrême droite, là, nazis, etc. F30 a demandé au SPLC de l'aider à quitter le mouvement. Il voulait quitter le mouvement. Le SPLC a donné un salaire à F30 pour rester. On va te payer puis tu vas rester. F30 a utilisé l'argent pour organiser des rassemblements extrémistes. Donc, le SPLC les a soudoyés, les deux membres, là, membres du KKK, pour qu'ils restent dans le mouvement. Ils ont utilisé l'argent pour assister à des rassemblements extrémistes et pour obtenir un rôle de leadership. Ils se sont promus, ils ont acquis un rôle de leadership dans le Ku Klux Klan avec l'argent de la LICRA américaine, le SPLC. Je ne sais pas si c'est comme ça dans la LICRA en France. Là. C'est peut-être une organisation très respectueuse, je ne sais pas. Mais je veux juste comme faire une analyse pour que les gens comprennent un peu. J'essaie de... Parce que les Européens ne comprennent pas, les Français ne comprennent peut-être. L'SPLC a accordé plus de 155 000 $ à F-42, ancien président de l'Alliance nationale néo-nazie. En même temps, le SPLC a mis en avant cette source de terrain sur sa page web, dossier des extrémistes. C'est-à-dire que le Southern Poverty Law Center avait comme une page avec des figures de l'extrême droite, là. Puis les figures de l'extrême droite sur sa page étaient littéralement payées par le SPLC. Hein? Et même chose ici, on va finir avec ça. Unissons la droite, Unite the Right, le rassemblement en 2017. Là. F-37, un membre du chat de direction pour le rassemblement de Charlottesville en 2017. On en a parlé, Charlottesville, avec Trump, là. A publié des messages racistes sous la supervision d'un employé du SPLC, qui lui disait quoi faire, là, et a organisé le transport pour d'autres afin d'assister au rassemblement. SPLC a payé cette personne 300 000 $ pour qu'il participe au rassemblement Unite the Right à Charlottesville en 2017, où Trump a essayé, rappelez-vous, là, Unite the Right, Trump a dit acceptez les nazis, il y avait des bonnes personnes dans les deux camps parce qu'il n'y avait pas juste des nazis, là. Il n'y avait pas juste des groupes extrémistes. Et donc, il disait qu'il y avait des personnes dans le camp de la gauche, il y avait des bonnes personnes dans le camp de la droite, il y avait des bonnes personnes. Gauche-droite, je simplifie, là, mais accepter les nazis. Puis là, ça a été utilisé contre lui. Là. There are good people on both sides. Il y a des bonnes personnes des deux côtés. Ça a été utilisé encore jusqu'en 2024 par Joe Biden, lors du débat contre Trump, là, qu'il a échoué lamentablement. Il a répété des bonnes personnes des deux côtés. C'est une honte, c'est une fabrication. C'est, encore une fois, une citation hors contexte, là. Qui a perduré malgré le fait que le clip entier montre que Trump dit accepter les nazis. Mais tout ça pour dire que le SPLC finançait le Ku Klux Klan pour aller dans des rallyes comme ça. Et c'est exactement la même chose avec ce qui s'est passé avec Shawinigan. Ces groupes-là, c'est exactement la même chose que le Patriot Front, les groupes néo-nazis, etc. On veut un Québec blanc. Comme l'a rappelé Mathieu Bock-Côté, dans l'émission à TVA, le fait d'être blanc, ça n'a jamais caractérisé le nationalisme québécois. Le nationalisme québécois, c'est toujours
Je trouvais que c'est très intéressant, c'est une perspective historique. Là. Le nationalisme québécois s'est toujours opposé aux Anglais, à la couronne britannique. Donc, c'était blanc contre blanc. Ça n'a jamais été... puis il y avait des personnes de différentes origines qui nous appuyaient contre la couronne britannique. Et donc, ça n'a jamais été ça qui est... Donc ça, c'est un truc complètement étranger. D'ailleurs, je pense que c'est un groupe fédéraliste. Mais c'était une opération, c'est clairement une opération de... Parce que immédiatement, l'Assemblée nationale... Alors que c'est une photo qu'on voit comme à distance, là, on voit comme... Ça pourrait littéralement être des mannequins. Là. Ça pourrait littéralement être des mannequins. Il n'y a personne qui bouge. Puis, prendre une photo de comme 12 mannequins là, avec des... Et là, le rassemblement raciste à Shawinigan, condamné par les élus québécois, unanimité des élus québécois pour dénoncer la haine et le racisme. L'Assemblée nationale qui condamne dans un vote unanime la haine et le racisme. Et la première ministre par intérim, Fréchet, je ne me rappelle même plus son prénom, qui dit que ce n'est pas québécois d'être ça. C'est vraiment une opération de communication. Là. Je ne peux pas croire qu'on ait ce phénomène-là en 2026 au Québec. C'est pas le Québec qu'on veut. C'est pas un Québec qui nous ressemble. Mathieu, tu penses quoi? Etc., etc. Donc, ça s'est fait instantanément. Vous comprenez que c'est... Et ça, c'est... les 125 députés de l'Assemblée nationale ont voté sans même prendre connaissance. Il n'y a même pas eu d'enquête. Il n'y a rien eu. Ça a été condamnation immédiate. Les journaux étaient prêts avec des... En général, c'est ça. Hein, rappelez-vous, c'est comme des révolutions colorées. C'est comme les pancartes sont déjà prêtes, les réactions sont déjà scriptées. Ça a tout... Ça a l'ADN d'une opération de communication. Il y a même TVA qui avait un reportage le surlendemain, qui avait déjà un reportage sur les prêtres ultra-nationalistes et les gym bros. Tu sais, ceux qui vont au gym, là, comme moi, là, les gym bros néo-nazis, hein, les visages de l'extrême droite du Québec avec des... et donc, les gym bros, donc, ils font le lien avec la masculinité toxique. Et rappelez-vous, le reportage totalement caricatural qu'ils avaient fait sur les mâles alpha, le documentaire Alpha, les internautes répliquent, c'était passé à Tout le monde en parle. Ils ont fait une caricature de ça, une caricature avec du Andrew Tate, etc. Parce que c'est ça, la société ouverte ne peut pas se permettre d'avoir des mâles alpha. Puis là, j'utilise mâle alpha avec un petit A, un petit M et un petit A. Disons qu'eux utilisent mâle alpha avec un M majuscule et un A majuscule. Moi, j'utilise mâle alpha avec un petit M puis un petit A. Parce que c'est pas du tout le même concept. Je veux pas... Leur concept, c'est comme... c'est caricatural, n'est-ce pas? Donc, c'est comme tu sais, encore une fois, c'est des jeux sémantiques. Par exemple, tu dis féminisme. Ah! Là, c'est comme tout est rose bonbon, tu cours dans la clairière avec tes lulus, et puis c'est comme genre Bambi et tout ça. Puis là, tu dis masculiniste, c'est-à-dire la version masculine, puis là, tout masculiniste, c'est comme... Là, ça, c'est pas possible. C'est comme... Alors que, tu sais, un masculiniste, ça devrait juste être quelqu'un qui veut que les hommes aillent bien. C'est-à-dire, tu veux que les hommes soient bien dans leur peau puis qu'ils se développent dans la société, etc. Mais non, on n'a pas le droit. Masculiniste, c'est nécessairement péjoratif. Ils ont défini le terme. Et c'est comme masculiniste, c'est péjoratif. Mâle alpha, c'est péjoratif. Alors que, c'est ça, n'importe quelle société qui veut bien se développer a besoin de mâle alpha. Ça existe dans la nature, etc. C'est une fonction norme. Mais la société ouverte a déterminé que pour avoir des frontières ouvertes et avoir la diversité, puis pour avoir une société sans limite, parce que c'est ça, hein, c'est une société sans limite où les enfants, on enseigne la masturbation aux enfants à dès 5 ans. Là. Et c'est la priorité numéro 1 de l'Éducation nationale, il nous disait, c'est quand l'ancienne ministre de l'Éducation nationale en France qui disait c'est la priorité numéro 1, l'éducation sexuelle est la priorité numéro 1. Bien là, généralement, les hommes vont dire non. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas de mâle, ils veulent pas, parce que généralement, c'est ceux qui vont péter leur coche, comme on dit au Québec, ça va être des mâles alpha. Et je dis mâle alpha avec un N minuscule et un A minuscule. Pas la caricature c'est des gens pour qui la notion de limite a encore un sens et qui sont prêts à défendre la limite. C'est juste en termes purement anthropologiques, là.
Un mâle alpha, c'est quelqu'un qui a des limites puis qui est prêt à défendre ces limites-là. Ils n'ont pas besoin de ça dans la société diversité de la société ouverte de George Soros. OK? Ils veulent... OK? Et donc, il y a eu aussi d'autres choses ici. Meurtre dans un Walmart à Montréal, c'est la même chose. Hein? C'est à Montréal-Nord, c'est dans les quartiers à fort niveau d'immigration. Il y a eu une altercation et puis 4 jeunes, on suppose, c'est des mineurs, là, mais on suppose que c'est des jeunes de l'immigration, ont tué un des employés du Walmart. Walmart, c'est quoi en Europe? C'est genre Carrefour ou quelque chose comme ça, là? Je sais pas. En tout cas, c'est une grande surface. Donc, l'un des 4 élèves de l'école secondaire Henri Bourassa, arrêté mercredi, ont fait face aux accusations de meurtre non prémédité. Ils l'ont battu, ils l'ont... Et puis là, on nous dit, tu sais, ah non, il les avait traités de... La victime aurait lancé des insultes racistes aux ados. C'est quoi des insultes racistes? Et on nous dit, les amis de ces adolescents-là nous disent « Ah non, c'était des bonnes personnes, je les connais. » Ouais, des bonnes personnes qui donnent des coups de poing, qui tabassent à 15 ans, là. Et on en a vu combien des épisodes comme ça récemment, là, juste cette année, au cours de la dernière année, des événements d'incivilité de la part de certaines communautés dans les écoles québécoises. J'en ai eu comme genre 3 ou 4 à peu près. On force les jeunes à s'agenouiller puis à prier. On tabasse les responsables de la surveillance. Il y en a eu combien, là? Ça fait irruption, les gangs à Montréal-Nord qui tuent des personnes. On n'avait pas ça il y a comme 20 ans. Désolé, on n'avait pas ça. Donc, encore une fois, c'est une menace, tu vois, les sociétés à haut taux de diversité, c'est des sociétés qui n'ont pas de cohésion. La société civile est en train de perdre sa cohésion et de s'effondrer, c'est ça l'objectif. Et c'est pour ça que Trump, encore une fois, revient avec ce concept-là dans le National Security Strategy. C'est-à-dire que c'est une menace à la sécurité nationale, finalement. L'immigration et la diversité sont une menace à la sécurité nationale. Et pour dévier l'attention, on va nous faire des annonces où il y a des agressions sexuelles, là, des annonces à la télévision où on montre des agressions sexuelles et c'est toujours des garçons blancs qui font, dans le métro, qui font des agressions sexuelles, alors qu'on sait que 90%, c'est des gens issus de l'immigration qui font ça, les agressions sexuelles. Tout le monde en parle, là, mais on va faire des reportages pour montrer que c'est des jeunes garçons blancs. Parce que, tu sais, rappelez-vous, hein, c'est les hockeyeurs nazis, là, nous disaient... Abdel Famel, je ne me rappelle pas c'est quoi son nom, Yasmine Abdel quelque chose, elle nous disait, et l'autre aussi, Dupuis-Derry, qui nous disait que il y avait une montée de l'intolérance, là, puis c'est surtout dans les équipes de hockey, c'était des hockeyeurs nazis. Là, et donc, on utilise un homme de paille, encore une fois, on cible... jamais réellement qui sont les réels fauteurs de troubles, parce qu'il ne faudrait pas en parler, parce que ça augmenterait le racisme. On utilise plutôt un homme de paille, puis on met ça sur la masculinité toxique, etc., parce que pour avoir une société diversitaire qui ne fonctionne pas, pour détruire le lien social et la cohésion nationale, tu dois te débarrasser des hommes alpha, etc. Donc, tout ça est comme... de sorte que j'ai finalement décidé on va accélérer parce que je pense que je parle un petit peu trop de ce sujet-là, décidé d'écrire à l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur Pete Hoekstra. Et je vous invite à le faire aussi, hein, vous le voyez ici sur Twitter, donc à US Amb Canada. J'y ai dit justement que c'était une opération sous faux drapeau. J'ai dit, cher monsieur l'ambassadeur, pourriez-vous expliquer à Washington qu'il s'agit d'une opération sous faux drapeau, ce truc-là, et que, alors que la population commence à réaliser les problèmes avec les politiques de diversité, comme l'a établi Trump dans son National Security Strategy, l'État profond québécois, canadien, tente ce genre d'opération d'ingénierie sociale pour contrôler la population, parce que c'est ça. Hein. Puis ils ont réagi, tous les médias, tout le monde en a parlé, l'Assemblée nationale, tout était prêt, les reportages étaient prêts, les Jim Bro néo-nazis, les hockeyeurs néo-nazis, tout était comme... Tout était prêt. OK? Donc, faites-le, taguez-le, l'ambassadeur Peter Hoekstra. C'est bien de savoir, ça serait bien qu'il sache qu'est-ce qui se passe ici, puisque les médias participent aux opérations d'ingénierie sociale et taisent les histoires dont on devrait parler. OK? Donc, ça, c'est pour ça. Il y a d'autres choses aussi, mais on va revenir... je vais terminer avec ça ici. Donc, Trump et le changement de régime en Iran. Malheureusement,
j'ai fait une erreur monumentale lors de mon dernier web journal. Trump a effectivement demandé de changement de régime en Iran. Je me suis fait fact-checker par des personnes sur Internet et puis ils m'ont montré les tweets que Trump disait qu'il y avait effectivement un changement de régime en Iran. Et Radio-Québec doit encore faire un mea culpa. C'est horrible, horrible. Hein? Donc, oh my God, on fait encore un mea culpa. On va devoir clarifier. Je sais que les gens sont... mais on va aller plus en profondeur. Fait que quand les gens me fact-check, c'est ça qui est bien, c'est qu'au lieu de juste tourner la page, je vais juste doubler la mise et aller encore plus en profondeur dans mon analyse. Donc, on verra si c'est un mea culpa. Et donc, est-ce que Trump demandait réellement un changement de régime avec Epic Fury, etc.? Est-ce que la colombe de Tel Aviv va encore frapper? Ça, c'est un petit peu plus tard. Donc, j'ai expliqué dans les webjournaux précédents... que Trump avait... Parce que je me fais fact-checker par des personnes qui utilisent genre Wikipédia ou l'intelligence artificielle. C'est probablement une intelligence artificielle gratuite pour me fact-checker, là. Ils n'ont probablement pas écouté tout ce que j'ai dit dans les webjournaux. Donc, je vais répéter, mais ça va être super parce que ça va aller... ça va clouer le bec à plusieurs des personnes en Europe aussi. Donc, je vais faire une pierre trois coups, là. Tu sais, comme quand tu essaies de faire des ricochets sur un lac, on va frapper une coupe de tête en répondant à cette espèce de gars-là qui essaie de me fact-checker. Donc, regime change en Iran, oui. Durant 2006, Trump et Israël, les États-Unis et Israël ont eu des stratégies qui ont visé le changement de régime en Iran, effectivement. Donc, on nous dit Wikipédia, il y a aussi l'intelligence artificielle ici qui dit, Grok, qui dit, oui, Donald Trump a prôné un changement de régime en Iran, etc. Donc, ça c'est ce qu'on nous oppose. Et effectivement, j'ai bien dit que Trump avait dit, si vous avez écouté les webjournaux, j'ai bien dit que Trump avait dit changement de régime. Je pense que je l'ai dit dans le 3 ou le 4e webjournal que j'ai fait sur l'Iran. Trump parle de changement de régime et après ça, a dit, genre, oui, nous avons eu un changement de régime. Ça, c'est le New York Times. Trump affirme que le changement de régime en Iran a été achevé. Et pourquoi j'avais expliqué ça? Pourquoi Trump a dit ça? Ben, il dit ça pour rassurer Israël, n'est-ce pas? On a eu un changement de régime. Donc, on n'a plus besoin de continuer à attaquer l'Iran puisqu'on a eu un changement de régime. N'est-ce pas? J'ai expliqué tout ça, là, mais je suis obligé de répéter parce que c'est pas tout le monde qui... Ils n'ont probablement pas tous écouté les webjournaux. Donc... Encore une fois, j'ai expliqué dans les webjournaux précédents que Trump disait qu'il y avait eu alors qu'il n'y avait eu aucun changement de régime parce que c'était toutes les mêmes personnes. Trump disait qu'il y avait eu un changement de régime. Ils ont enlevé des personnes, une couple de vieilles têtes grises, comme j'ai montré dans le clip de 2025. Et il a dit, nous avons maintenant un changement et on peut négocier avec l'Iran. Donc, c'est une façon de présenter ça alors qu'il n'y a pas eu de changement de régime. Okay? Il n'y a eu aucun changement de régime en Iran. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de personnes dans la dissidence en Europe, là, les Youssef Indy, les GPTV, et les Asselineau, etc., disent que Trump s'est planté parce qu'il n'y a pas eu de changement de régime. Alors, comment concilier les deux trucs? Là? Trump dit qu'il y a eu un changement de régime et finalement, il n'y a eu aucun changement de régime et Trump s'est cassé la gueule. Ben, on a tout expliqué ça par ailleurs dans les webjournaux précédents, mais refaisons... Donc, le critère pour le changement de régime, c'est les tweets de Donald Trump sur X. Donc, il dit ici, genre, je sais que c'est pas politiquement correct d'utiliser le terme changement de régime, mais si le régime iranien est incapable de « make Iran great again », rendre l'Iran sa grandeur, pourquoi n'y aurait-il pas un changement de régime « make Iran great again », OK? Et là, évidemment, ça a fait en sorte que plusieurs journaux comme le New York Times a dit... sont embarqués là-dedans. Trump veut un changement de régime, etc., etc. Mais encore une fois, il y a deux choses. Les tweets de Donald Trump, c'est pas ce qu'il y a de plus sérieux pour déterminer des éléments de politique, la politique réelle de Donald Trump. Hein, c'est Trump ici, genre en guérisseur. Après, vous avez Trump ici, genre durant le No Kings qui bombarde sur Twitter. Qui bombarde de merde les manifestants. Il y a Trump ici, ça c'est en 2018...
qui dit « Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un vient de déclarer que le bouton nucléaire est sur son bureau en permanence. Quelqu'un de son régime épuisé et affamé de nourriture pourrait-il, s'il vous plaît, l'informer que moi aussi j'ai un bouton nucléaire, mais qu'il est beaucoup plus grand et plus puissant que le sien et mon bouton fonctionne. » Et bien là, ici, Donald Trump menace de détruire totalement la Corée du Nord lors d'un discours à l'ONU. Et les États-Unis affirment, et donc Trump qui disait, c'est ça, qu'il voulait détruire la Corée du Nord, etc. Et finalement, les éléments de politique réelle, ils étaient où? Ils étaient au département d'État. Donc, les États-Unis affirment ne pas chercher à provoquer un changement de régime en Corée du Nord, nous a dit les représentants du département d'État. Rex Tillerson, ici, Corée du Nord, les États-Unis ne cherchent pas à changer de régime, affirme Rex Tillerson, etc. Alors que des gens, les journalistes comme le New York Times faisaient les gros titres en parlant de changement de régime et de Troisième Guerre mondiale. Le mot qui pourrait déclencher, that could help the world avoid nuclear war. Trump était un fou, on questionnait la santé mentale de Donald Trump durant cette année-là, là. On l'accusait de vouloir déclencher la Troisième Guerre mondiale contre la Corée du Nord sur la base de tweets. Alors que, qu'est-ce qui s'est passé? C'était ça ici, n'est-ce pas? Ça, c'était... Donc, les tweets de Donald Trump n'ont jamais eu un niveau de sérieux et de crédibilité infaillible, on s'entend? Ce qu'il faut regarder, c'est les politiques réelles de la... Mais Trump a dit, genre, oui, changement de régime, ce qui lui permet de dire après... « Ah, on a eu un changement de régime alors qu'il n'y en a pas eu pour rassurer les gens en Israël. » On l'a expliqué, ça. Donc, tu gardes le régime en place, puis tu dis « on a eu un changement de régime ». Donc, c'est un élément de propagande. Mais il n'y a jamais eu de politique réelle de changement de régime, encore une fois. Et je vais vous montrer pourquoi il n'y a pas eu de politique de changement de régime. Okay? À part des tweets bombastiques, ou ça c'est en anglais, là, mais des tweets... exubérants de Donald Trump et puis des éléments de propagande, il n'y a jamais eu de changement de régime. Si vous allez... on va revenir à Joe Kent dans quelques instants, mais si vous allez notamment sur le site du département de la Défense et sur le site de la Maison-Blanche, où on parle de l'opération Epic Fury, vous avez donc le 28 février 2026... L'armée américaine a lancé l'opération Epic Fury sous la direction et ordre du président des États-Unis. Les forces américaines et leurs alliés frappent des cibles afin de démanteler l'appareil sécuritaire du régime iranien en ciblant en priorité les sites présentant une menace imminente. Et là, ici, avec la déclaration de Pete Hegseth, la mission de l'opération Epic Fury est extrêmement ciblée. Elle est extrêmement ciblée. Écoutez bien les mots qui viennent du Pentagone, là. Détruire les missiles offensifs iraniens, détruire la production de missiles iraniens, détruire leurs marines et leurs autres infrastructures de sécurité, et ils ne posséderont jamais d'armes nucléaires. Vous avez les 4 éléments de l'opération Epic Fury. Au début de l'opération Epic Fury, j'avais montré, je ne l'ai pas retrouvé, je l'ai cherché, je ne l'ai pas retrouvé, le tweet du Pentagone, retweeté par le département d'État, où il citait les 4 point de l'opération Epic Fury. Et je vous avais dit dès le début, il n'y a pas de changement de régime là-dedans. Dans Epic Fury, il n'y avait aucun objectif de changement de régime. Aucun. Et vous l'avez ici sur le site du Pentagone. Même chose ici. Si vous allez sur ce site-là de la Maison-Blanche, objectif clair et constant du président Trump sont à l'origine d'un succès décisif contre le régime iranien. OK? Là, vous avez Rapid Response, ça c'est Rapid Response 47, c'est un compte sur X que je vous invite à suivre, Rapid Response 47, où on sort des éléments factuels comme, rapidement, comme toc, 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 toc. Okay? Et là, si vous regardez sur Epic Fury, encore une fois, même après le tweet du Pentagone que j'ai montré dans mes web journaux précédents, ils ont été clairs. Pendant 1 mois, je vais vous montrer 1 mois de tweets où on explique les buts de l'opération Epic Fury. Donc, le 4 mars, la représentante Leavitt, okay? Donc, le président Trump a exposé les objectifs clairs au peuple américain sur ce que l'armée américaine cherche à accomplir à travers les grandes opérations de combat. Ces grandes opérations de combat. Numéro 1, détruire les missiles balistiques mortels du régime et raser complètement leur industrie de missiles. C'est ce que j'ai expliqué. J'expliquais que c'était genre détruire une partie de leur base de défense, industrielle de défense.
Numéro 2, anéantir la marine du régime iranien. Numéro 3, l'opération Fureur épique garantira que les proxys terroristes du régime ne pourront plus déstabiliser la région. Numéro 4, cette mission garantira que l'Iran ne pourra jamais obtenir d'armes nucléaires. 1, 2, 3, 4. Il n'y a aucune mention de troupes au sol. C'est une opération limitée. Les objectifs sont clairs et c'est pas de troupes au sol, pas de changement de régime, pas de Troisième Guerre mondiale, comme j'ai expliqué. Le 6 mars, la Maison-Blanche retweet. Opération Fureur épique détruira l'arsenal de missiles de l'Iran, détruire leur marine et veiller à ce qu'ils n'obtiennent jamais d'armes nucléaires. Ça, c'est le 6 mars. C'est clair. Il n'y a pas de troupes au sol, pas de changement de régime. Pas de changement de régime. 9 mars, Marco Rubio, il est important de continuer à rappeler au peuple américain pourquoi la plus grande armée de l'histoire du monde est engagée dans cette opération. C'est pour détruire la capacité de ce régime à lancer des missiles, en détruisant à la fois leurs missiles et leurs lanceurs, en détruisant les usines qui les fabriquent et en détruisant leur marine. Pas de changement de régime, pas de troupes au sol, pas de Troisième Guerre mondiale. Le 10 mars, Pete Hegseth, ministre de la Guerre, nos objectifs sont simples et nous les exécutons avec une précision impitoyable. 1, détruire leur stock de missiles, de lanceurs, blablabla. 2, détruire leur marine. Et 3, refuser définitivement à l'Iran des armes nucléaires pour toujours. C'est pas compliqué, c'est le 10 mars. Ils sont constants. Il n'y a pas de changement de régime, pas de troupes au sol, pas de Troisième Guerre mondiale. Encore une fois, le 10 mars, Caroline Leavitt. À venir, les objectifs de l'opération Epic Fury restent les mêmes. Détruire les missiles balistiques, la base industrielle qui produit les missiles et que l'Iran n'obtienne jamais une arme nucléaire. 10 mars encore, la Maison-Blanche retweet ce qu'elle a fait le 6 mars, elle le refait le 10 mars. Détruire les missiles du régime iranien, annihiler leur marine et s'assurer que l'Iran n'obtienne jamais une arme nucléaire. Ça fait quand même pas mal, 10 mars. Et là, ici, ministre... Pardon, parce que je parle fort. Le directeur du CENTCOM dit exactement la même chose. Je n'ai pas traduit le tweet. Mais on continue. Pas de changement de régime, pas de troupes au sol, pas de Troisième Guerre mondiale. Le 13 mars, Pete Hegseth dit les objectifs militaires que nous avons fixés dès le premier jour, vaincre les missiles, détruire leur base industrielle de défense, vaincre leur marine et priver l'Iran de la capacité de posséder une arme nucléaire. On va continuer parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. J'ai expliqué tout ça, mais ils me font des procès. T'sais. Non, Alexis a dit qu'il n'y avait pas de changement de régime. Il y en a une autre dans le chat sur Rumble la dernière fois qui me disait, vers la fin là, du live, elle disait « Excuse-toi, Alexis, tu avais dit que la guerre avec l'Iran prendrait fin en avril. Excuse-toi. » Ils viennent picosser. Là, c'est comme... Ouais, chose, là. Epic Fury s'est terminé, je pense, le 29 avril, fin avril, 29 avril. OK? Donc, après ça, parce qu'il ne pouvait pas continuer plus que 2 mois, parce qu'après 2 mois, il y avait besoin d'autorisation du Congrès pour continuer, et il a arrêté l'opération Epic Fury avant de devoir demander l'autorisation au Congrès. Donc, ça s'est arrêté le 20. Puis depuis, ils sont en train de négocier, puis ils font juste engranger de l'argent parce que le pétrole se vend très cher. Ils sont là, ils sont assis sur leur pétrodollar, puis c'est comme... Il n'y a pas besoin que ça se règle rapidement, mais on est retourné au statut d'avant Epic Fury, c'est-à-dire que ça fait 47 ans que les États-Unis et l'Iran font... Il y a comme une espèce de guerre froide entre les deux, puis on est retourné à peu près à ce statut-là. Je pense que les négociations sont plus avancées que ça, là, mais... l'opération Epic Fury s'est terminée en avril. J'allais dire connasse, mais je vais me retenir. Et donc, le 19 mars, Pete Hegseth continue. Les gens viennent me fact-checker pour des affaires. Ils n'écoutent pas les web-journaux, ne savent pas de quoi ils parlent, vont questionner Wikipédia et puis, vont se rouler les mécaniques. Là. Donc, le 19 mars, encore une fois, détruire les missiles. Encore une fois, il dit la même chose que le 13 mars. Le 26 mars, c'est la même chose. Là. C'est J.D. Vance qui dit la même chose. Pas d'armes nucléaires, on va détruire les capacités militaires de l'Iran. On a aussi Pete Hegseth qui répète encore une fois, nos objectifs sont clairs. Pas d'armes nucléaires, pas de marine, un démantèlement complet de leur programme de missiles et leur base industrielle de défense. OK? 30 mars, Marco Rubio dit, encore une fois, lorsque ces objectifs seront atteints, puis il cite encore une fois les objectifs, détruire leurs missiles, leur base industrielle de défense, leur marine et pas d'armes nucléaires. Lorsque ces objectifs seront atteints, nous aurons réalisé le but de cette opération. Pas de changement de régime, pas de troupes au sol, pas de Troisième Guerre mondiale. 30 mars, Marco Rubio dit la même chose. Numéro 1, la destruction de leurs forces aériennes. Numéro 2, la destruction de leur marine. Numéro 3, la réduction sévère de leur capacité de lancement de missiles. Et numéro 4, la destruction des usines afin d'empêcher une arme nucléaire. Même chose avec Caroline Leavitt, le 30 mars.
On va y aller jusqu'au bout parce que les gens qui sont durs de comprenure, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, oui, ça fait 1 mois que tu répètes puis que les gens n'écoutent pas. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises et comme le président l'a exposé, les objectifs de l'opération Fureur épique sont les suivants. Détruire la marine iranienne, détruire leurs missiles et leurs infrastructures industrielles qui menacent depuis longtemps les États-Unis et les empêcher d'obtenir l'arme nucléaire. C'est-tu clair? Asti! Il n'y a pas de changement de régime dans Epic Fury. 31 mars, même chose, on va... Pete accepte nos objectifs fondamentaux depuis le premier jour, blablabla, n'ira pas d'armes nucléaires. C'est la même chose partout. Marco Rubio, encore une fois, le 31 mars. Les objectifs des nôtres, parce que ce sont les 4 choses derrière lesquelles ils alléguaient se cacher. La même chose, je ne vais pas répéter tout. Okay? Donc, vous avez ici, dans Epic Fury, il n'y a pas de Troisième Guerre mondiale, pas de changement de régime, pas de troupes au sol. On s'entend-tu que c'est exactement ce que j'ai expliqué dans le clip du 15 juin 2025 que j'ai fait jouer à 2-3 reprises dans les web journaux, où est-ce que j'ai pas de troisième guerre, pas de changement de régime, pas de troupes au sol. Ce que j'ai expliqué là-dedans, c'est on va tasser quelques têtes grises pour donner... Puis j'avais donné l'exemple de Ben Salman, c'est-à-dire le roi, il cède il cède la place à le 7e prince, un réformateur, suite à sa rencontre avec Donald Trump. C'est pas un changement de régime, c'est un réhabillage du régime, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Mais Trump peut quand même aller claironner. Nous avons changé le régime, pour apaiser Israël. Mais il y a... Hey, on peut-tu s'entendre que... Je veux dire, est-ce qu'il faut que je continue pendant 45 minutes à vous expliquer qu'il n'y avait pas de politique de changement de régime dans les bombardements? Zéro, aucun. Aucun objectif de troupes au sol, aucun objectif depuis le début. Ça n'a jamais été ça. Les Européens, le GPTV, Asselineau, Aberkan, puis l'autre, le Youssef Indy, ils se sont fait planter en Europe, là, alors que Trump dit depuis 10 ans minimum qu'il veut se retirer de la région, etc. Puis il n'y a aucune vision d'ensemble, aucune vision synoptique. Les gens qui me picossent sur des trucs sans avoir lu rien avec du Wikipédia. Fuck off. OK? Je dis les Européens, écoutez, là, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac. Vous savez de qui je parle, là. OK? Il y en a un qui vient de me dire encore, là, que le Trump changement de régime avec un genre, une citation de quelque part, là, vous êtes auto-block, bloqué automatiquement. Okay? Si vous êtes, vous continuez dans vos délires de changement de régime et Trump a perdu, etc., c'est insta-block. OK? Voilà. Donc, il y a aussi quelque chose d'intéressant ici, encore une fois, dans le thème de la colombe de Tel Aviv. Rappelez-vous, j'ai expliqué dans ce web journal, la colombe de Tel Aviv, comment Netanyahou contrôle, parce que c'est ce que la dissidence européenne affirme, que Netanyahou contrôle Trump et qu'il impose à Trump les accords d'Abraham et de faire la paix dans la région et tout ça. Vous voyez, tu sais, c'est lui qui veut négocier avec l'Iran présentement. Là, il contrôle Trump. Donc, quand Trump négocie avec l'Iran, c'est Netanyahou qui le contrôle. Bien là, ici, le Pentagone a relevé son niveau d'alerte en matière de contre-espionnage pour Israël en raison de préoccupations concernant l'espionnage des pourparlers entre les États-Unis et l'Iran. Israël espionnait les communications américaines entre les États-Unis et l'Iran. Et là, le Pentagone a augmenté son niveau de sécurité pour exclure Israël, etc., etc. Et ça sort dans les journaux. Imaginez ça. Et donc, encore une fois, Netanyahou contrôle Trump. Donc, Netanyahou a demandé à Trump d'augmenter, de rendre plus difficile l'espionnage d'Israël et de sortir ça dans les journaux pour mal faire paraître Israël. Ouais, c'est vraiment super. Netanyahou, là, c'est comme du billard à 3 bandes, là. On ne se serait pas douté de ça de la part du boucher de Gaza. T'sais. Vraiment, là, contrôler Donald Trump pour bloquer Israël et sortir ça dans les médias qu'Israël espionne les communications américaines, là, c'est... Comment il dit là, dans le dîner de con? C'est drôlement rusé. Là. OK, et donc, voilà, donc vous avez... revenir à Joe Kent ici, j'avais une photo de Joe Kent où est-ce que j'expliquais, Trump affirme que le changement de régime a déjà été achevé en Iran. Donc, vous avez comme, j'ai expliqué encore une fois la double, tu sais que tu peux avoir une double communication. Vous en avez comme un exemple ici, c'est-à-dire que Joe Kent
Appelé Joe Kent, qui critique, qui est l'homme de Trump, hein, l'homme en qui Trump avait le plus confiance, qui l'a placé au CDC, etc. Et puis après, qui sort, et puis j'avais tout expliqué son cas, on ne va pas revenir là-dessus, qui révèle des secrets défense, mais qui n'est jamais embêté, blablabla. Mission clandestine pour l'opération Trump, qui critique Israël d'un côté, alors que Trump maintient ses amis, vous comprenez, ses alliés. Trump maintient son statut, le visage diplomatique avec Israël parce qu'il veut signer la paix, mais il utilise des personnes près de lui pour critiquer Israël et l'administration Trump. Donc, j'avais expliqué toute la stratégie du double discours sur le COVID, on ne va pas revenir avec ça, mais c'est un peu la même chose avec le changement de régime. Il n'y a jamais eu d'objectif de changement de régime, ni d'envoyer les troupes au sol, ni de quoi que ce soit dans Epic Fury, et ça a été clair comme le cristal depuis le début. Maintenant, est-ce que Trump a dit « Ouais, changement de régime, ça serait bien peut-être », et puis... pour plaire à Israël, oui, mais ça n'a jamais été dans les objectifs dès le jour 1. Ça n'a jamais été une... Et j'ai montré ça et je ne devrais pas avoir à revenir là-dessus. Si vous écoutez les webjournaux, je suis obligé de répondre pour des personnes qui font des analyses partielles, qui n'écoutent pas les webjournaux et puis qui font exprès de ne pas comprendre, qui veulent faire du buzz et puis qui me fact-check avec du Wikipédia. OK. Donc, c'est essentiellement ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. 1h17, c'est un bon moment pour arrêter. J'avais un Homer Simpson ici pour les gens qui font toujours les mêmes erreurs. Do. Ils n'écoutent pas attentivement les webjournaux. Voilà. En tout cas, donc on va remercier ceux qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec, sauf que c'est comme, je sais pas comment j'ai fait. Normalement, c'est ici, puis là, pouf, ça a disparu. Et donc, on remercie ceux qui nous aident, ceux qui font partie du 1%, qui nous maintiennent à flot et qui permettent de faire en sorte que les gens comprennent. Sans les gens qui nous maintiennent et qui nous propulsent dans le temps à travers les mois et les années, ben on pourrait pas... Il y aurait personne qui... Il y a personne qui a fait le... Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes, j'écoute pas tout le monde, hein, mais qui sont capables de montrer en détail qu'il n'y a pas eu de changement de régime, par exemple, à titre d'exemple, preuve à l'appui, etc. Je sais pas. Je les écoute pas tous, peut-être, là, mais en tout cas, capable de répondre comme ça à la dissidence française, non. Et donc, ça, c'est possible grâce à vous. Remettre les points sur les i, fact-checker, donner l'information juste, faire des recherches approfondies. Les gens souvent, les gens qui me contredisent, etc., c'est des gens qui font ça à temps partiel avec du Wikipédia. Et c'est donc un avantage énorme d'avoir le temps de faire les recherches. Et ça, c'est pour avoir une information exacte. Je suis orgueilleux aussi. Hein. Je suis orgueilleux. Je déteste avoir, me faire coincer dans des trucs, devoir rétro-pédaler. Donc, généralement, je fais beaucoup de vérifications avant de faire des affirmations. Je vais assez dans le détail. Donc, les contributeurs de Radio-Québec me permettent de faire ça, puis 2, j'ai un petit orgueil personnel, ce qui fait en sorte qu'on a comme un bon système. Et merci à tous ceux, merci Bennyfight là, pour le chat, 25 $, merci. Donc, c'est possible grâce à vous. Il y a différentes façons de le faire. Vous avez dans les commentaires le lien sociofinancement, Interact, PayPal, il y a du Bitcoin aussi, il y a... Bitcoin, on va peut-être le fermer, c'est pas énorme. Et donc, merci à ceux qui nous permettent d'avoir une information exacte et donner l'heure juste pour tout le monde. Vous êtes des centaines de milliers de personnes qui obtenaient l'heure juste à cause qu'il y a un 1% de contributeurs. L'heure juste sur Trump, certains sujets, etc., parce qu'il y a 1% de contributeurs qui font le travail. Voilà, merci beaucoup. On va se laisser là-dessus. Cuba. Ah oui, il y a d'autres choses aussi. Hein. Ouais, Cuba, quoi, c'est le régime, ça fait 50 ans que le régime n'est pas fonctionnel, surtout depuis la fin de la chute de l'URSS. Il vit de dons et d'autres pays. Êtes-vous allé à Cuba récemment? Là, c'est comme tout est rouillé, tout est comme délabré, la population... Imaginez à quel point la population a hâte de changer de régime. C'est même pas... Il n'y a rien qui fonctionne là-bas. C'est littéralement comme... c'est pire que la Corée du Nord. C'est comme les Amish, là, un niveau de sous-développement incroyable. Et le régime sans le pétrole gratuit du Venezuela et autre chose, le régime ne peut pas se maintenir. J'ai montré le clip du président cubain qui disait
n'est-ce pas? Je l'ai montré le clip qui disait « Nous sommes en négociation avec les États-Unis pour harmoniser les relations, etc., etc. » Et donc, laissez faire la rhétorique. Là, les journaux essaient de, encore une fois, mal faire paraître Trump. Mais il y a probablement une guerre à l'intérieur du régime cubain. Hein. C'est la même chose avec l'Iran. En Iran, il y a comme une guerre entre certaines factions à l'intérieur du régime iranien. Et ce qui se passe souvent est utilisé pour donner du pouvoir, je l'ai expliqué ça aussi, à une partie sur une autre. Et c'est la même chose probablement avec Cuba, c'est-à-dire qu'il y a des gens à l'intérieur du régime lui-même qui veulent des réformes et qui sont prêtes à travailler avec les États-Unis. Et il y a d'autres personnes, c'est comme qui ont intérêt, peut-être financiers, des intérêts financiers à garder la même ligne parce qu'ils s'enrichissent, ils veulent rien savoir. Et donc, les États-Unis, donc, il y a des pressions pour cibler certaines parties du régime. Mais je pense que dans l'ensemble, c'est déjà réglé. Il ne l'annoncerait pas si ça serait déjà réglé. Il y a aussi ça ici, Kirill Dmitriev, l'homme de QAnon. C'est même pas moi, hein, c'est pas moi. C'est pas moi, là, je ne veux pas parler de QAnon. C'est Kirill Dmitriev, il n'arrête pas de parler de QAnon. On entend toujours les commentaires de la dissidence européenne là-dessus. Il ne souffle le mot, mais bon. Donc, un pas de plus vers la réalisation du rêve de John F. Kennedy. L'envoyé spécial du président Poutine, Kirill Dmitriev, annonce qu'un accord sera signé demain entre le RDIF et la Russie et une société d'ingénierie pour la conception du tunnel à travers le détroit de Bering allant de la Russie jusqu'aux États-Unis. Donc, Kirill Dmitriev qui a annoncé que qu'un accord allait être signé avec une compagnie de construction pour commencer le tunnel entre la Russie et les États-Unis. Si Trump n'avait pas donné son accord à ça, il n'aurait jamais fait cette déclaration. Okay? Donc, Trump n'a rien dit, mais on peut supputer que Kirill Dmitriev, qui est un peu l'ambassadeur de la Russie pour l'Occident, at large, il n'aurait jamais fait une affirmation comme celle-là s'il n'y avait pas eu un OK, au moins de principe avec les États-Unis pour commencer à élaborer des plans. C'est pas encore fait, là, mais c'est... Vous comprenez, dans le monde de la diplomatie, là, tu veux pas avoir l'air d'un cave, comme on dit au Québec, à faire des déclarations comme ça intempestives sans déjà avoir reçu certaines assurances de la partie adverse. Et donc, c'est probablement dans l'esprit du sommet de Anchorage entre Poutine et Trump en Alaska. Et donc, ça c'est en train de se concrétiser. Vous savez vers quoi on s'en va de toute façon. C'est un monde multipolaire avec des relations harmonieuses, chacun sa zone d'influence, etc. C'est pour ça que les États-Unis retirent leurs troupes de certaines parties du monde, comme le Moyen-Orient, veulent faire la paix pour pouvoir quitter la région. Les Européens n'ont pas compris. OK, voilà. All right. Alors, on se donne rendez-vous. Je m'excuse. En fait, je m'excuse pas, là. J'allais dire, je m'excuse de devoir avoir répété sur le régime iranien. Parce que j'ai deux types d'auditeurs. Des auditeurs qui disent « Tu te répètes, là, arrête de te répéter, Alexis, j'en peux plus. » Puis d'autres personnes qui disent « Ah, c'est une chance que tu m'as réexpliqué parce que là, j'ai compris. » J'ai toujours comme la fine ligne entre les deux, là, c'est comme un futambule, là, genre entre les auditeurs qui ont compris tout de suite puis ceux qui ont besoin de se faire répéter. Donc, je m'excuse pour ceux qui avaient compris le truc du changement de régime. Mais là, je me suis fait comme fact-checker par un nobody, fait que j'ai cru que c'était important de rectifier. Puis on est allé plus loin. Il n'y a rien dans les objectifs de Epic Fury. Puis c'est une question de... Parce que je l'ai affirmé et puis j'en ai fait un petit peu comme un point d'orgueil. Il n'y a rien dans Epic Fury qui avait pour objectif de remplacer le régime iranien. Rien, zéro, nada, rien. Ni de troupes au sol, ni rien du tout. C'était une opération exactement comme je l'ai expliqué, de réduction du potentiel militaire iranien. Un truc aérien qui allait durer quelques temps, qui allait se terminer en avril, qui visait à réduire le potentiel militaire iranien, comme la Russie exige que le potentiel militaire ukrainien soit capé dans les négociations, qu'il n'y ait pas d'artillerie lourde à la frontière et pas de navigation. Tu sais, quand tu fais des négociations avec un pays frontalier comme ça, puis avec l'OTAN, tout ça, tu dis une cape sur les forces armées. Il y avait eu même chose avec l'Allemagne durant le traité de Versailles. On ne voulait pas que l'Allemagne ait une armée. Ce genre de trucs-là, c'est régulier dans la diplomatie internationale et c'est ce qui a été demandé à l'Iran. Et l'Iran a accepté, a laissé les États-Unis et Israël détruire une partie de sa marine sans répliquer parce que j'ai expliqué que l'Iran était à 99,99999% dans le coup. Voilà. C'est tout. Ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Ciao.